la forêt a titillé l'imagination des hommes, qui l'ont peuplée de fées, d'elfes, de sorcières et de lutins. La forêt, c'est un espace merveilleux qui est largement utilisé par la littérature pour les contes et les légendes, parce qu'en forêt, l'invraisemblable devient vraisemblable. Elle permet à l'imagination d'interpréter les ombres, d'interpréter les bruits, d'interpréter les lumières. Dans ces forêts, on trouve des personnages tels les lutins, les farfadets, les corrigans de Bretagne, les nutrons des Ardennes, les lutons de Franche-Comté, sans oublier les lupeux chers à Georges Sand et au Berry. Si vous rencontrez des lutins en forêt, n'oubliez pas de bien leur dire bonjour, surtout qu'ils sont devenus les auxiliaires du Père Noël. Aujourd'hui, c'est au bord du lit, au moment de coucher son enfant, mais hier, nos ancêtres passaient leur longue soirée d'hiver à raconter autour d'un bon feu de bois des histoires qui commençaient invariablement par « Il était une fois ». Alors, il était une fois une fée qui avait ensorcelé le seigneur de Carouge. Il sera condamné chaque soir à revenir danser avec elle. Sa femme, prise d'une crise de jalousie, se saisira de sa dague et tuera en plein cœur la fée. De retour au château, elle retrouve son mari, mort avec sa propre dague en plein cœur. Elle donnera naissance à un garçon qui naîtra avec une tache rouge sur le front que l'on appellera Carle le Rouge, qui donnera son nom au village de Carouge, village à une vingtaine de kilomètres où se trouve aujourd'hui le château de Carouge. Si la forêt est universelle, les fées qu'elle inspire varient selon les régions. Viviane, Morgane en forêt de Brocéliande, Andenne en Normandie ou Mélusine au Poitou. C'est au bord d'une fontaine que le jeune Raymondin a rencontré la fée Mélusine. Il chassait avec son cousin. C'était la principale occupation des nobles au Moyen-Âge, chasser. Et dans la forêt profonde, ils ont rencontré un sanglier et Raymondin a tué par inadvertance son cousin. Il était désespéré, il est parti comme un fou sur son cheval et il a rencontré la fée Mélusine au bord de la fontaine. Il l'a épousée. Et ils ont donné naissance à toute la famille des Lusignan, une grande famille du Poitou. Ici, on est en forêt des Andennes et il y a justement une légende autour de la fée qui s'appelle la fée d'Andenne. On la verrait les soirs de pleine lune. On voit également cette fée qui va se marier avec un seigneur de la région qui s'appelait Ralph d'Argouges. Elle s'était mariée avec lui en lui faisant jurer de ne jamais prononcer le mot mort devant elle. Un jour, elle tarde à se préparer, il monte dans sa chambre, il est très fâché et il lui dit « Mais enfin, tu vas me faire attraper la mort à t'attendre !» Il avait prononcé le mot fatidique, elle s'envole par la fenêtre, elle laissera une trace de sa main sur le montant de la fenêtre et une trace de son pied sur un des créneaux du château de Rannes. On ne la reverra jamais. Les fées, c'était probablement ces prêtresses qui précédaient les druides dans les cérémonies. Ainsi, elles faisaient rentrer le peuple gaulois dans la forêt, cette espèce de cathédrale naturelle. Il y a les bonnes fées et il y a les mauvaises fées. Et dans les mauvaises fées, il y a la fée Gionne. On dit que les bonnes fées, Andenne, Gisèle et Mélusine du Poitou, protègent les voyageurs jusqu'à minuit. Passé minuit, la Gionne pousse les voyageurs dans les précipices. Et si l'on évite fées et lutins en forêt, on n'en risque pas moins de tomber sur d'autres créatures extraordinaires, les elfes. Les elfes sont issus de la mythologie scandinave, mais aussi celte et germanique. Ce sont des hommes d'apparence humaine, mais qui sont immortels et qui s'en distinguent par leurs oreilles effilées. Alors il y a plusieurs sortes d'elfes, les elfes de l'eau comme les ondines, mais il y a des elfes des bois. Et ces elfes des bois, ils ont développé une grande capacité à tirer à l'arc. Ils façonnent des arcs merveilleux en utilisant des ifs millénaires. Attention! En vous promenant sur les sentes de Haute-Normandie, vous pouvez trouver des pierres posées en tas un peu partout. Un conseil, ne les touchez surtout pas au risque de fâcher Saint-Orther. En forêt d'Andenne, on prie Saint-Orther. Saint-Orther qui était un saint guérisseur normand qui a vécu au 5e et 6e siècle. Et ce saint, on le prie contre les rhumatismes et les maux de tête. La tradition veut qu'on doit déposer des petits cailloux sur les branches des arbres à la hauteur de son mal. Ou alors on fait des châteaux de cailloux. Et on raconte que lorsque le caillou tombe, ça signifie que l'on est guéri. Mais si quelqu'un a le malheur de prendre le caillou d'un autre, il hérite du mal en question. Alors attention au caillou des autres.
Alors ici nous sommes au rocher de l'Ermitage et on dit que tout en haut des rochers de l'Ermitage, eh bien, on verrait la fée Mélusine, la fée Gisèle et la fée Dandène. Et comme nous sommes à l'automne, attention, on entend aussi parfois des bruits de chasse en pleine nuit. Il ne faudrait surtout pas dire « je prends part en la chasse » car une de ces chasses est tenue par la mère Herpine, sous peine de recevoir une volée de bois vert et des lambeaux de cadavres qui seraient la nourriture favorite de la mère Herpine. Pour cela, il faudrait prendre un bâton et tracer un cercle autour de soi, ce qui permettrait d'éviter aux esprits de pouvoir nous atteindre. Dans la forêt, chaque arbre ou presque a sa légende. Voici par exemple celle du hêtre et du frêne. Le frêne, c'est l'arbre cosmique chez les Germains. C'est lui qui est à l'origine du monde, avec ses racines dans le monde souterrain, le domaine terrestre, notre domaine à nous, et le domaine des dieux tout en haut. Le hêtre, chez les Bretons, ce sont souvent des âmes qui n'ont pas réussi à finir leur chemin et à quitter la terre, et qui restent là, dans un arbre, en attendant que soit expié ce qu'elles n'ont pas fait ou ce qu'elles ont fait de mal sur terre. Ambivalente, la forêt est à la fois un lieu où l'on a peur de se perdre, mais aussi l'endroit où l'on aime se réfugier. C'est dans la forêt que le Petit Poucet se perd, mais c'est dans la forêt que Blanche-Neige va se réfugier auprès de ses amis les Sept Nains. C'est dans la forêt que le loup se cache guettant le passage du Petit Chaperon Rouge. Mais c'est aussi dans la forêt que les deux amants Tristan et Iseult vont se réfugier. C'est dans la forêt que Merlin va accueillir Arthur et va le former pour que Arthur puisse passer d'une vie d'adolescent à une vie d'homme. Dans les personnes qui fréquentaient la forêt, il y avait des hommes qui s'y réfugiaient volontairement. Ce sont les ermites et les moines. En effet, en forêt, ils se sentaient plus proches de Dieu. Ils essayaient de vivre en autarcie la plus complète possible. Et pour ça, ils avaient développé un grand savoir sur les plantes des forêts, afin de se nourrir et afin de se soigner. Ils connaissaient parfaitement la forêt. Ermites et moines offraient volontiers le gîte et le couvert, et ils renseignaient les visiteurs de passage des bons chemins et des zones à éviter. Ainsi, la forêt n'a pas fini de nourrir notre imaginaire, ce lieu magique sur lequel, à tout âge, quelques mots suffisent pour nous faire retomber en enfance.